Morbihan, traduire petite mer, nom approprié pour désigner un département à l'identité maritime très forte, un département qui se place au deuxième rang national de la production ostréicole, où se trouve le troisième port de pêche français, l'Orient, un département où l'on dénombre pas moins de 15 000 mouillages. Le nautisme et la construction navale sont d'ailleurs des locomotives de l'économie morbihanaise. L'agroalimentaire, quant à lui, concentre 46% des emplois industriels. Le Morbihan est aussi le premier département avicole français. Le Morbihan également fer de lance du tourisme breton. Ce secteur génère chaque été près de 20 000 emplois directs, avec des sites remarquables comme Belle-Île, Groix ou le golfe du Morbihan, autant de joyaux qui séduisent une partie des 2,8 millions de visiteurs annuels. Sur le plan démographique, la population croît chaque année de 0,5%, avec ses 754 900 habitants, dont 280 000 actifs. C'est le troisième département le plus peuplé de Bretagne. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Vous venez donc de voir une rapide présentation du Morbihan. Le Morbihan au programme de cette deuxième partie de soirée consacrée aux élections départementales, toujours en collaboration avec France Bleu et Ouest France. 6 invités, candidats sont avec nous ce soir, je vous les présente tout de suite. David Lapartien, candidat d'hiver droite dans le canton de Séné-Sarzeau. Vous êtes en binôme avec Anne Géano. Vous représentez l'union de la droite et du centre avec la liste Morbihan au cœur. Dans le canton d'Auxerre, il y aura aussi face à vous Régis Facchinetti, en binôme avec Isabelle Chabran, candidat de la France Insoumise, qui rassemble la gauche unie au sein de la liste Gauche Unie, Solidaire et Écologiste. Avec nous également ce soir, Guillaume Offret, candidat LREM, en binôme avec Isabelle Letiambre, avec la liste Un nouveau souffle pour Vannes. Vous vous présentez sur le canton de Vannes 1. Sandrine Berthier, également en lice sur le canton de Vannes 1, en binôme avec Maxime Blondeau. Vous êtes la candidate du Parti socialiste pour la liste Solidarité et Écologie pour l'avenir. Et on va découvrir également les 5 autres candidats et leurs binômes présents sur le canton de Vannes 1. Avec nous également ce soir, Émeric Salmon, en binôme avec Myriam Kobigo. Vous êtes le candidat du Rassemblement national sur le canton de Moréac. Canton de Moréac, où 2 autres binômes seront face à vous également. On voit leur nom apparaître à l'écran. Et puis on termine avec Damien Girard, en binôme avec Rosanne Métayer. Vous êtes le candidat d'Europe Écologie Les Verts et vous vous présentez dans le canton de Lorient 2 au nom de la liste Lorient-Groix en commun. Et on voit également apparaître les autres candidats en lice face à vous pour ce scrutin. 5 autres binômes se présentent dans le canton de Lorient Sud. Merci d'être avec nous ce soir pour défendre votre projet et vos idées et pour parler de l'avenir du Morbihan. Je précise que la règle de l'équité pour les temps de parole sera appliquée pour ce débat en conformité, bien sûr, avec les recommandations du CSA. Et pour débuter, on va tout de suite vous montrer une petite carte postale que nous a préparée ce soir notre dessinateur Loïc Schwartz. La voici. Loïc Schwartz qui a choisi de revenir sur le bilan de François Goulard, qui passe la main après 10 années passées à la tête du conseil départemental du Morbihan. François Goulard, assis sur un tas d'or. Il laisse en effet comme cadeau de départ une collectivité peu endettée et un bas de laine évalué à peu près à 55 millions d'euros. Je vais commencer avec vous, Sandrine Berthier. Est-ce que c'est un beau cadeau ou c'est un cadeau empoisonné ? Écoutez, en tout état de cause, des réserves, c'est bien, mais on n'a pas besoin ni de prendre dans les réserves, ni d'augmenter les impôts pour s'occuper de la compétence principale du département, c'est-à-dire réduire les inégalités. En une seule année, avec 8 millions d'excédents, on pourrait par exemple éradiquer le chômage de longue durée avec les territoires zéro chômeur longue durée, si c'était la politique menée. Donc le département a les moyens de faire beaucoup de choses contre les inégalités, ça c'est sûr. David Lapartien, vous êtes dans la droite ligne, vous assumez l'héritage François Goulard au nom de la droite et du centre. Vous serez sur la même ligne, vous serez un président du conseil départemental, si vous êtes élu, un peu manager, bon père de famille. Bon gestionnaire, tout simplement, parce que cet excédent de fonctionnement, je rappelle que c'est un excédent de fonctionnement qui nous permet d'investir et de remplir les missions du département, dont les missions sociales. Donc oui, le département du Morbihan est bien mieux géré que les autres. Il est dans la moyenne nationale en termes de richesse. Par contre, effectivement, il est beaucoup mieux géré. Quand il y a des élus gèrent mal, on sait généralement le démontrer. Quand ils gèrent bien, ils sont parfois critiqués. Donc oui, nous assumons au sein de la majorité départementale cette bonne gestion. Les impôts ont baissé, les investissements ont monté et on a tenu l'ensemble des dépenses publiques. C'est finalement ce qu'on attend d'élus locaux. Régis Facchinetti, est-ce qu'un président du conseil départemental doit être un cost killer, comme on dit aujourd'hui ?
Un cost killer, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que l'objectif, c'est surtout d'avoir des dépenses publiques qui soient à la hauteur des services publics. Et là, on voit qu'il y a de ce côté-là, à mon avis, un déficit qui se traduit par un excédent budgétaire. Donc, le département a su dégager énormément de fonds, notamment en éliminant beaucoup de subventions aux associations, aux collectivités. Voilà. Et au regard de ça, le département est quand même un département riche. Chaque année, il y a une augmentation énorme des excédents, notamment sur le prélèvement de l'impôt. Donc, on a un impôt qui augmente et des dépenses qui ne se font pas, puisque le département est nécessairement en déficit de services. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Damien Girard, vous mettrez où, au nom d'Europe Écologie Les Verts, vous mettrez où le curseur ? Vous poursuivrez on va dire, ce que les adversaires de François Goulard appellent une logique comptable, trop comptable. Bien sûr que c'est une logique comptable, hein, on le voit bien. On est dans un moment où jamais une crise sociale nous a autant impacté. En tout cas, elle est tout à fait exceptionnelle. Et c'est tout à fait paradoxal de se retrouver avec un bas de laine quand, dans le même temps, on a 1/5 des jeunes qui sont en dessous du seuil de pauvreté ou 1/8 des Morbihanais et Morbihanaises. Donc, effectivement, il y a des choses à faire. Et en fait, c'est le revers de la médaille. C'est 55 millions d'euros. C'est, par exemple, sur le Pays de Lorient, 122 assistantes maternelles qui n'exercent plus en 4 ans. C'est 500 places de garde d'enfants en moins. C'est des parents qui cherchent absolument à trouver des places de garde alors qu'il n'y en a plus. On se retrouve dans des situations comme on pouvait trouver dans les grandes métropoles aujourd'hui. Donc en fait, en face ça, c'est des politiques publiques qui n'ont pas été portées sur ces dernières années et qu'il faut mettre en œuvre pour l'ensemble des Morbihanais et Morbihanaises du territoire. Aymeric Salmon, pour le Rassemblement national, vous faites le même constat. Est-ce que l'argent public doit être avant tout économisé ou dépensé ? Ni l'un ni l'autre. Ce qu'il faut, c'est que la dépense soit juste. C'est ce que nous demandent aujourd'hui nos concitoyens. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur les différents thèmes après. Là, on est sur une question un peu budgétaire, mais sur les différents thèmes, on verra qu'on a tous des positions, enfin en tout cas je défendrai des positions. Mais une fiscalité mesurée, l'argent on va dire bien dépensé. Oui, mais il faut voir par exemple, il y avait un deuxième chiffre dans les tableaux que vous avez montré ensuite, c'était la baisse du nombre d'agents de la collectivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse d'agents vient probablement en grande partie du transfert de compétences vers la région et pas une baisse simple du nombre d'agents. Je pense tout simplement aux agents qui étaient liés au transport qui sont maintenant une compétence de la région. Donc bien évidemment, tous ces sujets budgétaires sont importants et ce qui compte pour les habitants, c'est une dépense juste et on verra qu'on aura probablement des réponses différentes à apporter sur les différents thèmes qu'on verra par la suite. Guillaume Offret, on termine avec vous. Si vous étiez président du conseil départemental, est-ce que vous seriez oncle Picsou ? Non, je pense justement... Alors déjà, je tiens à saluer la gestion du président Goulard, qui était une gestion très responsable. Maintenant, je crois que Damien Girard l'a souligné, on fait face à une crise sans précédent et je crois que c'est le moment ou jamais de s'engager dans la relance. C'est à la fois pour les plus précaires, c'est aussi pour les entreprises. C'est une très forte demande de s'engager et c'est une chance d'avoir ce bas de laine, d'avoir préparé et c'est justement pour ce type de situation que nous Donc maintenant, l'heure est à la dépense, c'est ça ? L'heure est à l'investissement pour l'avenir. C'est aussi face à des enjeux comme le changement climatique, mais aussi comme le vieillissement de la population. C'est maintenant qu'il faut investir et on ne va pas attendre le dernier moment et d'être face aux problèmes pour investir. Et je pense que c'est une grande chance qu'on ait eu cette gestion jusqu'à présent. Allez, on va aborder à présent les politiques que vous serez amenés à voter et à conduire ces 6 prochaines années. Et on va rappeler que dans la répartition des compétences entre les différentes collectivités, le département en charge bien sûr les solidarités. On va le voir dans le budget du Morbihan, 65% de ce budget est consacré à l'aide sociale. Le département est tout particulièrement chargé de la réinsertion avec la gestion du RSA, le revenu de solidarité active. Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire s'est doublée d'une crise sociale. Le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Comment le département agit ? Quelques explications avec Isabelle Rettig et Nicolas Corbat. C'est une histoire devenue banale en France où le nombre de bénéficiaires du RSA a franchi en décembre la barre des 2 millions. L'histoire de Gaëlle, 42 ans, sans emploi depuis 7 ans. On est là et d'un seul coup, on redescend et on se dit « Ah ouais, la vie est dure. Il faut avancer, On a beaucoup de moments de déprime. » Sa seule source de revenus, c'est aujourd'hui le RSA. Pour elle et sa fille étudiante, Gaëlle touche chaque mois un peu plus de 500 €. Dans le Morbihan, près de 14 000 personnes perçoivent aujourd'hui le revenu de solidarité active.
Avec un budget de 89 millions d'euros, c'est le deuxième pôle de dépenses du département, d'autant que ces derniers mois, la crise sanitaire a aggravé la situation. Pour faire face, l'État et les collectivités se sont mobilisés. À Beau, le centre d'action sociale communale aide ainsi plus d'une centaine de personnes avec l'appui du département. On aide les personnes qui sont en situation de précarité, qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'énergie, donc d'énergie et d'eau. Le département participe également à la prise en charge de ces factures à hauteur de 75%. Malheureusement, on a de plus en plus de personnes en situation de précarité énergétique. Si les familles monoparentales et les personnes de plus de 50 ans représentent plus de 45% des allocataires, le nombre de 25-30 ans est lui aussi conséquent, sachant que les moins de 25 ans n'ont pas droit au RSA. Quant à la durée de prise en charge, elle est très variable. Il y a un public pour qui, avec des problèmes de santé majeurs, avec des problèmes de mobilité majeurs ou des problèmes familiaux majeurs, pour qui c'est très difficile de sortir du RSA. En revanche, il y en a quand même 6 sur 10 pour qui c'est un accident de parcours, on donne un coup de main, on accompagne, on se remet en selle et qui sortent du RSA. Dispositif essentiel contre la pauvreté, le RSA n'en reste pas moins une lourde charge pour les départements. Pour les soulager, l'Observatoire de l'action sociale avait d'ailleurs appelé en décembre dernier à le renationaliser. Et oui, en effet, on a vu le nombre de bénéficiaires continue d'exploser et il y a aujourd'hui vraiment des contraintes budgétaires pour le département, même s'il y a un bas de laine dans le Morbihan, on vient de l'évoquer justement. Est-ce que vous plaidez, vous, aujourd'hui, aussi pour une renationalisation du financement du RSA ? Le département finance à peu près à hauteur de 70%, l'État à partir de 30%. Est-ce qu'il faut inverser cette tendance ? Damien Girard ? Alors, il y a la question budgétaire, puis il y a la question de la mise en œuvre. Sur la question budgétaire, effectivement, si on a une explosion de plus en plus importante, et on le voit au vu de la crise sociale en cours, il va falloir que l'État aide aussi. Par contre, l'avantage et l'intérêt d'être sur des dispositions locales de mise en œuvre, c'est que ça permet d'être auprès du terrain et de faire du cousu humain pour accompagner les personnes. Pas franchement pour ? Pardon ? Pas franchement pour cette renationalisation ? Si l'État vient abonder, je suis pour. Maintenant, il faut que la mise en œuvre, elle reste locale, parce que ça permet vraiment de faire du cousu humain et d'accompagner concrètement les personnes au-delà de l'aide dont elles ont besoin. Et on voit que les accidents de parcours, ils arrivent de plus en plus au vu de la situation. Ça permet de les accompagner dans le retour vers l'emploi. Qui veut garder cette gestion du RSA dans le giron du département ? David Lappartient ? Il y a deux choses. Il y a, comme l'a dit Damien Girard, il y a le fait de la prestation qui est versée. Celle-ci, effectivement, on délivre aujourd'hui des prestations d'État. D'ailleurs, le compte n'y est pas. On voit bien que le département met beaucoup plus qu'au moment. Donc la logique voudrait que ce soit l'État qui reprenne. Donc, sur le versement, oui. Par contre, effectivement, sur la prise en compte, elle doit être locale. Accompagner des personnes en situation d'insertion, ça doit se faire au niveau local. La majorité départementale a complètement revu ces dispositifs en 2019. Les résultats sont là. Aujourd'hui, on a 53% de sorties positives, alors ce qui est pas mal, ce qui n'est pas suffisant. Mais quand on voit aujourd'hui le problème d'inadéquation entre des chefs d'entreprise qui cherchent des salariés dans beaucoup de domaines d'activité et des gens qui essaient de s'insérer, eh bien, on a sans doute encore des efforts à faire à ce niveau-là. Donc moi, je plaide pour que cet aspect-là continue de rester au niveau local. La réponse sera plus efficace. Alors, dans l'accompagnement justement de ces personnes sorties du marché du travail, en quête de réinsertion, est-ce qu'on peut faire mieux dans le département ? Le département a mis en place ce qu'on appelle du coaching pour ces personnes-là, avec un système de parrainage. C'est une bonne idée que vous souhaitez poursuivre, vous, au nom du Parti socialiste ? Alors, écoutez, c'est vrai que le département se doit d'être le premier dans la lutte contre la pauvreté. C'est sa compétence principale. On ne peut pas se satisfaire de 100 000 Morbihanais qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est juste intolérable. Donc, effectivement, c'est de l'accompagnement, comme le disait Damien. C'est de la proximité. C'est très important. C'est de lutter contre le non-recours au droit. C'est peut-être proposer le RSA aussi aux jeunes. Pour qu'ils puissent... Donc, vous êtes pour le RSA ? Ça, c'est la question aussi qu'on pose à l'occasion de ces élections départementales. Ça a été retoqué par les parlementaires, le SMIC pour le RSA pour les jeunes. Vous êtes pour, vous ? Tout à fait, bien sûr. Qui est pour, autour de la table ? Le RSA pour jeunes. On ne peut pas laisser les jeunes... il y a des situations de souffrance importantes. En taux de représentation, on le voit bien, ils sont 1 sur 5 dans le Morbihan à être sous le seuil de pauvreté. C'est aussi un facteur très important d'inégalité face aux études. On a un ratio de 1 à 3 en termes de réussite d'études entre ceux qui financent eux-mêmes
et ceux qui sont aidés par leurs parents ou qui n'ont pas Europe besoin de travailler. Écologie, le Parti Socialiste pour, LREM. Non, mais écoutez, je pense qu'il ne faut pas faire Vous êtes solidaire des parlementaires qui ont voté contre ce RSA jeune. Il n'y a pas eu de vote, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ce que demandent les jeunes, ce n'est pas forcément une allocation de 500 €, c'est plutôt un triptyque formation, accompagnement et soutien économique. C'est ça dont ont besoin les jeunes. Et de se limiter le problème à juste un soutien financier, je trouve que c'est très réducteur. Et au contraire, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, dans le département d'Ille-et-Vilaine, on a eu Pierre Méhaignerie qui a réussi à inventer des dispositifs comme le RMI en son temps. Je pense que le Morbihan doit être innovateur sur le sujet et apporter de nouvelles mesures pour soutenir les jeunes, mais concrètement, pas d'essayer de débattre des débats nationaux. Moi, je pense aussi surtout que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que pour un jeune, c'est pas pareil d'être en difficulté sociale que si on habite Vannes ou si on habite Locminé, Pontivy ou Josselin. Il y a vraiment une différence de tissu économique au niveau du département. Et c'est aussi un peu le rôle, même si c'est pas la compétence du département de l'aide économique, c'est à la région, mais le département peut aider les personnes qui sont en difficulté dans ces zones géographiques, plus encore que ceux qui sont sur la côte du côté de Vannes, de Lorient. Donc territorialiser, on va dire, les conditions d'insertion. C'est important de ne pas oublier ces jeunes. Moi, je pense qu'il est nécessaire de recréer du tissu économique dans les zones où il y a beaucoup de jeunes en difficulté, parce que plus qu'une aide, même si l'aide, je suis bien d'accord, elle est indispensable quand on est dans la difficulté, mais plus que l'aide, il faut leur permettre de trouver la marche qui va les remettre dans le monde du travail. On va terminer ce soir RSA jeune. Régis Facchinetti, vous êtes pour ? Moi, je pense qu'il faut absolument avoir des services qui soient proches de la population dès lors qu'on parle d'accompagnement. Effectivement, il y a l'accompagnement financier, mais bon, celui-là, il est, j'ai envie de dire, technique. Donc là, il n'y a pas de sujet en soi. Par contre, l'accompagnement des personnes, il est absolument nécessaire. Il se fait avec de la proximité. Là, on traverse une crise qu'est la crise sanitaire. On traverse aussi, en soi, du coup, une crise économique qu'en est la conséquence. Et une autre crise pour les personnes dans ces situations, c'est la crise d'un logement qui est toujours plus cher, principalement sur la bande littorale, où il faudra rééquilibrer. Le département, que peut faire le département ? Eh bien, là-dessus, il y a de l'accompagnement à faire pour aussi il y avait la question qui était soulevée, mais il faut aussi accompagner les personnes à se remobiliser sur leurs projets. Donc là, il y a quelque chose à faire nécessairement. Ça se fait par de l'accompagnement. Et puis, il y a aussi l'histoire du non-recours. Il y a énormément de personnes qui ne demandent pas leur RSA. Faut le savoir aussi. Et ça, c'est quelque chose, on le voyait dans la vidéo tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans un accident de parcours. Il s'agit d'être là au bon moment pour pouvoir permettre aux gens de redémarrer correctement dans la vie. Et là, il faut être solidaire. Je trouve navrant parfois que la gauche soit sur un débat un peu idéologique, de dire le RSA pour les jeunes. Je suis assez d'accord avec M. Offred, c'est-à-dire que la perspective d'un jeune, ça ne doit pas être d'être au RSA. On doit pouvoir les accompagner en cas de difficulté, mais de grâce, donnons d'autres perspectives aux jeunes que d'être au RSA. Enfin, c'est sur quoi nous, on va travailler. Damien Girard. Non, mais bien sûr qu'on ne leur donne pas comme perspective d'être au RSA. On leur donne la possibilité de réussir leurs études et de se lancer correctement dans la vie. Pour ceux qui sont les plus démunis, et ça c'est extrêmement important. Juste, je voulais revenir sur les 53% qui, en sortie de structures d'insertion, trouvent une issue positive. Et c'est tant mieux. Par contre, cette logique du chiffre a fait que les structures d'insertion vont chercher les personnes les plus proches de l'emploi pour atteindre les critères que vous avez donnés. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'aide pas les personnes qui en ont plus besoin. C'est ça aussi la contrepartie de cette logique du chiffre. Et il faut faire attention à ce genre de logique politique. Alors justement, comment justement dépasser ces contraintes budgétaires ? Le Finistère, aujourd'hui, joue sur les clauses d'insertion sociale pour notamment tout ce qui est marché public, appel d'offres. Est-ce que ces clauses-là doivent être insérées ? David Lapartien, vous êtes prêt à suivre l'exemple du Finistère ? Alors, pas sur à tous les points, mais je pense qu'on a de toute manière toujours à regarder ce qui se passe de bien ailleurs. Il n'y a pas de mal non plus à essayer d'améliorer les modèles. On a dit très clairement dans notre programme que nous souhaitions innover dans tous les domaines, y compris dans l'insertion, parce que 47% de personnes qui ne sortent pas en situation positive, c'est collectivement un échec. Et on peut mieux faire sur l'insertion, donc nous sommes tout à fait prêts à innover. Sandrine Berthier, conditions d'attribution d'investissement calquées aussi sur une clause d'insertion sociale, c'est une bonne idée ? L'insertion, en plus, moi, c'est mon cheval de bataille avec les territoires zéro chômeur longue durée. Donc, comme je disais tout à l'heure, il suffit d'un coup de pouce du département pour que des milliers de personnes sortent de la précarité et trouvent un CDI.
un CDI. Et je reviens juste sur ce qui vient d'être dit sur le RSA jeune. En fait, on ne peut pas, quand on est pauvre, s'émanciper si on n'a pas une base, si tous les jours on ne peut pas manger comme il faut, on ne peut pas se projeter vers l'avenir. Donc le RSA jeune est essentiel. Allez, on continue. Aymeric Salmon, ces conditions d'attribution sur des marchés publics ou pour des investissements, une clause d'insertion sociale, c'est intéressant pour vous ? Alors oui, et plus que d'insertion sociale, moi je vais revenir à ce que j'ai dit juste avant pour pouvoir rééquilibrer un peu les territoires, peut-être des clauses aussi de proximité. Alors bien évidemment, on ne peut pas mettre des clauses dans les appels d'offres liées à la localisation, mais on peut mettre des clauses environnementales qui font qu'on doit limiter les déplacements, limiter les longs trajets, ce qui permettra de recruter localement et d'avoir vraiment un tissu d'emploi local. Le localisme est une chose importante dans cette démarche de recherche d'aide aux jeunes dans les zones les plus en difficulté. Guillaume Offred, et on terminera après avec Régis Facchinetti. Oui, j'étais en contact avec des responsables de la Fédération française du bâtiment qui disent qu'il manque aujourd'hui de personnes qualifiées pour travailler sur leur chantier. On a des personnes qui sont au chômage, des personnes qui sont en précarité. Comment est-ce possible qu'on ait à la fois cette précarité et ces offres d'emploi ? Et je pense que le département a un vrai rôle à jouer de facilitateur pour faire se rencontrer ces offres d'emploi et ces demandeurs d'emploi. Et ces clauses sont un outil à utiliser et à réutiliser pour justement arriver à franchir ce pas. Régis Facchinetti, comment on peut faire aujourd'hui pour mieux accompagner ces personnes en difficulté d'insertion ? Est-ce que vous avez une idée phare, un projet phare ? Pas en soi comme ça, mais ce qui est clair, c'est que par exemple sur des populations, on parlait des populations en difficulté, notamment économique, pour le RSA, et puis aussi des personnes handicapées. Donc ça peut faire partie d'un package complet social. Et voilà, et c'est dans une direction qu'il faut creuser un sillon pour que demain, on retrouve un équilibre et une solidarité vraiment dans les politiques conduites par le département. C'est de ça dont il s'agit. Allez, on va aborder une autre compétence dévolue au département, celle des solidarités, et notamment tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes âgées. Une loi grand âge pourrait être d'ailleurs examinée dès cet été. L'action en faveur des personnes âgées, c'est le premier poste de dépense du département. Ce sont 20 000 Morbihanais qui seraient concernés par cette compétence départementale. Et ce nombre devrait encore s'accentuer ces prochaines années, car la population vieillit d'ici 2035. Regardez ce chiffre, 1 Morbihanais sur 3 aura plus de 75 ans. Et à cela s'ajoute l'arrivée régulière de retraités. Alors justement, avec l'arrivée de cette vague grise, qu'on pourrait appeler ainsi, la question de l'autonomie et du maintien à domicile est donc désormais incontournable. Regardez ce reportage d'Isabelle Rettig et Quentin César. À 91 ans, Yolande Royer vit toujours chez elle, dans un petit appartement à Auray, où elle aime choyer ses fleurs. Mais l'automne dernier, suite à un accident domestique, la vieille dame a été hospitalisée pendant 1 mois. Suite à ça, elle a dû faire appel à des aides à domicile comme Isabelle. Je l'amène pour faire ses courses. Et autrement, je fais un petit peu de ménage quand il y a besoin. Parce qu'il y a d'autres intervenantes que moi dans la semaine. Donc moi, je viens essentiellement pour ses courses. Au total, chaque mois, Madame Royer bénéficie de 24 heures d'aide à domicile, dont 15 sont financées par le département grâce à l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Une aide qui a permis à Yolande Royer de rester chez elle car elle ne voulait pas aller en maison de retraite. Ça, c'est l'idéal pour vous. C'est l'idéal. Ouais. Vous resterez là le plus longtemps possible. Plus longtemps possible, j'espère mourir dans mon lit. Dans le Morbihan, 30% de la population a plus de 60 ans. Les personnes âgées sont le premier poste de dépense du département. 17 000 personnes bénéficient notamment de l'APA sous conditions particulières. C'est suivant donc l'état de dépendance de la personne et plus elle est dépendante, plus l'aide va être importante et donc ils vont avoir un nombre d'heures plus conséquent avec aussi une prise en charge suivant les revenus. L'APA peut aussi financer l'accueil en structure pour les personnes les plus dépendantes. Il en existe 107 dans le Morbihan, des petites unités de vie aux EHPAD qui certes relèvent de l'État mais pour lesquelles le département intervient en tentant de pallier par exemple le manque de place. Le conseil départemental a pris la décision sur les 4 dernières années d'essayer de rééquilibrer l'offre, donc de prendre des places sur des territoires qui sont mieux dotés proportionnellement pour les redéployer sur des territoires moins bien dotés. Pour aider les personnes âgées et leurs proches à s'y retrouver dans le dédale des aides et des structures d'accueil, il existe dans le Morbihan 4 espaces autonomie santé comme celui de Saint-Avé. Sur les 3000 appels qu'il reçoit chaque année, plus des 2/3 concernent les problématiques du vieillissement. Alors on va rester sur la question des EHPAD. David Lapartien, il manque 300 places, à peu près 300 places dans les EHPAD dans le département. La faute à qui ? La faute à l'État, malheureusement, parce que nous sommes prêts à les ouvrir, à les cofinancer.
le département du Morbihan met 20 000 € par place. Par contre, je dois le dire, pendant le quinquennat de François Hollande, rien n'a été fait, aucune place n'a été ouverte. L'honnêteté doit me dire que depuis 2 ans, ça va un peu mieux. Nous sommes prêts à cofinancer ces places d'EHPAD. C'est une nécessité, notamment dans le pays de l'Orient, où il y a vraiment des déficits assez importants, et on doit pouvoir répondre à ce vieillissement. Parallèlement à ça, il faut favoriser le maintien à domicile, et c'est vrai très objectivement que le salaire des agents qui travaillent au service d'aide à domicile n'est pas à la hauteur. Le département peut faire quelque chose là-dessus ? Alors, c'est du ressort national. Par contre, il est évident, d'après ce qui est dit là aujourd'hui, que les départements vont être mis à contribution, et le fait d'avoir une bonne gestion va nous permettre de le faire. C'est à peu près 4 millions supplémentaires pour le département. On les mettra, on sera au rendez-vous, parce que c'est aussi nécessaire de renforcer l'attractivité de ces métiers. Guillaume Offret, sur la gestion de cette dépendance, de cette autonomie aussi, on privilégie quoi ? Le maintien à domicile ou on développe aussi les EHPAD ? Alors, déjà, il est évident que par rapport à ces 300 places, il faut d'urgence reprendre le dialogue avec les ARS et remettre la pression sur les ARS pour faire sortir de terre et donc avec des l'État et places donc avec le d'EHPAD. gouvernement. Et donc le gouvernement, enfin absolument. Mais il s'agit en termes de collectivité de pouvoir négocier pour obtenir ça. On parle de situations humaines qui sont terribles, de gens qui se retrouvent à devoir gérer leur famille dans des situations de dépendance très complexes. Deuxième chose, par rapport à ce que disait Monsieur Lapartien, il est important d'avoir un panel d'options beaucoup plus ouvert et beaucoup plus riche pour faire face au vieillissement, que ce soit l'EHPAD à domicile, l'accueil de jour, que ce soit le maintien à domicile, l'adaptation des logements. Et tout ça, le département doit être au rendez-vous. Aujourd'hui, il y a de nombreux dispositifs qui sont mis en place. Il faut les accélérer, les renforcer. Sandrine Berthier, François Goulard plaide pour un regroupement des EHPAD. C'est une bonne solution pour vous ? Un regroupement des EHPAD. Pour avoir des coûts de fonctionnement moins importants et pour avoir un management, on va dire, plus efficace. Non, je pense que déjà la problématique, c'est justement par rapport au domicile partagé. Il n'y a pas de vision en fait stratégique. Il y a à peu près 50 structures qui sont expérimentées, qui sont proposées dans le département. C'est pas assez, selon vous ? En fait, non seulement c'est pas assez, mais en plus il n'y a pas de vision stratégique du département. Donc effectivement, il peut y en avoir 2 proches et donc pas suffisamment pour des territoires plus éloignés. Donc en fait, il faut vraiment une vision stratégique pour que l'accès aux EHPAD, aux maisons partagées, etc. soit disponible pour chacun des personnes âgées du département. Effectivement, le maintien à domicile, c'est quelque chose qu'il faut privilégier parce qu'on est effectivement le dernier département en Bretagne en nombre de places en EHPAD. Il faut aussi continuer effectivement le dialogue avec l'ARS. C'est essentiel. Et puis se demander aussi quelle place on va donner aux personnes de plus de 75 ans ou en règle générale aux plus de 60 ans dans le Morbihan dans les futures années. Régis Facchinetti, est-ce que la répartition aujourd'hui des EHPAD, des structures d'accueil est suffisante et bien faite dans le Morbihan ? Aujourd'hui, dans le Morbihan, on compte 143 places en EHPAD pour 1000 personnes de plus de 75 ans. C'est le pire chiffre de Bretagne, en fait. C'est ça la situation. Aujourd'hui, il y a un plan d'autonomie qui a été écrit en 2018, qui n'a pas été suivi des faits, et qui n'a même pas été évalué d'ailleurs. Donc voilà, comment est-ce que... c'est bien de dire qu'on va faire des choses aujourd'hui, mais il y avait des choses qui étaient déjà écrites. Les EHPAD, ce n'est pas la seule solution pour les personnes âgées. Attention, on parle des plus de 75 ans, dont on sait que la dépendance... Après, les personnes âgées, ce n'est pas juste les EHPAD non plus. C'est bien ça. Je suis d'accord pour le coup avec M. Facchinetti, c'est qu'effectivement... l'ARS n'a pas été au rendez-vous et on n'a pas pu ouvrir les places. Oui, mais il ne faut pas être attentiste non plus. Alors, si vous êtes meilleur que nous avec l'ARS, vous verrez, il y a des vraies difficultés. Le sujet que l'on a clairement, c'est que le département est prêt. On l'a dit, le président Goulard l'a dit je ne sais pas combien de fois, nous sommes prêts à y aller, nous sommes prêts à mettre de l'argent. Ce n'est pas la seule solution, comme ça vient d'être dit, sauf qu'aujourd'hui, historiquement, le département du Morbihan est sous-doté. Nous demandons, nous, à au moins avoir le chiffre qui est le nôtre. Et nous sommes, parce qu'on a une bonne situation financière, en capacité de financer tout cela. Donc là, la difficulté, elle est malheureusement au niveau des ARS, même si ça s'améliore effectivement depuis 2 ans. Émeric Salmon ? Eh bien, la question, surtout, elle est budgétaire, je pense. On est tous d'accord qu'il faut des solutions d'hébergement pour les personnes âgées, surtout en situation de dépendance. Et ça, c'est important. Là où on ne va pas être d'accord, c'est sur les solutions à apporter. Au niveau budgétaire, moi, je vois des coûts dans le budget du département où il y a vraiment des choses à faire. Et je vais tout de suite parler, comme ça sera clair pour tout le monde, des mineurs isolés, par exemple, étrangers, qui sont un coût important pour le département, où nous, on veut mettre un coup d'arrêt à cette politique imposée par l'État, où il faut vraiment pouvoir récupérer de l'argent sur ces budgets-là. Mais c'est une compétence du département.
Oui, c'est une compétence du département, mais il y a des moyens pour demander à l'État de diminuer les budgets dans ce domaine, notamment par exemple en mettant en œuvre des contrôles systématiques de la majorité ou non des personnes arrivant dans le département. Non, tous les rapports sénatoriaux publiés, notamment un en 2018, je crois, ou 17, excusez-moi, je me trompe peut-être sur la date, montraient que 85% des mineurs isolés gérés par les départements étaient en fait des majeurs. Et donc là, il y a vraiment un coup à faire. Et 85%. 85%, c'était dans le rapport sénatorial fait par vos amis, monsieur Lapartien, donc ils n'étaient pas du tout des sénateurs Rassemblement National. Donc on a compris, vous voulez changer les priorités. Oui, tout à fait. Damien Girard, pareil, peut-être pas... peut-être pas. Non, pas pareil. Toucher le budget concernant mais d'autres sur d'autres dépenses. Il faut s'intéresser aux sujets qui sont extrêmement importants. Vous le soulignez dans le petit reportage avant nos échanges sur la question. On va accueillir beaucoup de personnes dans les années qui viennent qui vont arriver avec un certain âge et on a une population qui est en train de vieillir. Et donc, on est sous-doté historiquement. Je rappellerai aussi que si on est sous-doté historiquement, on est aussi géré au sein de ce conseil départemental par une droite de façon historique. Donc c'est aussi votre bilan, cette sous-dotation concernant les EHPAD, mais pas que, tous les accompagnements pour les personnes âgées. Donc forcément, oui, il va falloir investir sur la question. Et c'est ce que je disais au début du débat, c'est l'autre pièce, l'autre face de la pièce, c'est-à-dire effectivement, il y a un excédent budgétaire, mais de l'autre côté, il y a des politiques publiques qui n'ont pas été menées, et notamment concernant les personnes âgées sur le territoire. La réponse de David Lapartien, rapidement, et on passe à la question. Rapidement, une ouverture de places d'EHPAD, c'est une codécision du président du département et du directeur régional de l'ARS, notamment parce qu'il y a tout le volet soins qui dépend de l'ARS, et aujourd'hui, c'est ce volet-là qui n'est pas au rendez-vous. Donc, ce n'est pas le département qui n'est pas au rendez-vous, en l'occurrence, ce sont les ARS et l'État. Allez, on passe le département le moins bien doté de Bretagne. On passe à un autre chapitre. Le département acteur des solidarités, mais aussi maître d'œuvre et investisseur dans les infrastructures. Il y a bien sûr les routes départementales, 4106 km dans le département, mais aussi les voies dites vertes, les pistes cyclables. C'est justement le sujet de la question de notre partenaire Ouest France. Elle vous est posée par son directeur départemental, Benoît Guérin. On l'écoute. Une question sur la mobilité, même si ça n'est pas une compétence en tant que telle du département. C'est une vraie question, puisque la voiture est un réflexe quotidien des Morbihanais. On voit de plus en plus de problèmes de circulation, et donc la question se pose du développement des transports doux, des modes de transport doux comme le vélo. Le département du Morbihan gère 4100 km de routes départementales et donc peut tout à fait aménager ces routes départementales avec des pistes cyclables. Mais depuis un an, un dispositif existe pour accompagner les communes à hauteur de 30% du budget des travaux. Une cinquantaine de dossiers ont été ainsi accompagnés par le département. Question, est-ce que les futurs candidats souhaiteraient améliorer ce dispositif et donc mettre plus d'argent dans la transformation des routes, y compris communales, alléger ce dispositif ou le maintenir tel quel ? Eh bien, Sandrine Berthier, on vous écoute. Est-ce qu'il faut changer de braquet ? Est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure ? Alors, en ce qui concerne les routes, oui, bien sûr. Et le plan vélo, par exemple, n'est absolument pas assez ambitieux. Il faut plus d'ambition, il faut sécuriser toutes les pistes cyclables, il faut aussi les doter du coup les routes départementales d'équipements, de stations de gonflage, d'abris pour quand il pleut, etc. C'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte et s'occuper, se préoccuper, bien sûr. La demande est très forte depuis la crise sanitaire sur les mobilités douces. Ce sera une priorité pour vous dans votre budget ? Une priorité, la priorité, c'est la lutte contre la pauvreté, mais bien sûr, ce sera quelque chose de très important. On le voit, c'est très demandé et c'est malgré tout aussi effectivement une priorité pour le climat. Régis Facchinetti, un plan vélo ambitieux pour le Morbihan ? Oui, il faut effectivement, là on voit des images de Séné, c'est vrai qu'à Séné on est déjà très volontaire sur la question du vélo, dont on s'est rendu compte, comme vous le dites, que la crise nous a amené à se rendre compte que le vélo existait de plus en plus. En tout cas, c'est les Morbihanais qui s'en rendent compte. Il faut avoir en tête qu'il y a toutes sortes de dispositifs, que ce soit l'État, la région, les EPCI aussi, les agglos. Tout le monde est acteur de cette question et il faudra nécessairement mettre tous ces acteurs autour d'une table pour bâtir un réel plan vélo
qui n'a pas été écrit depuis 2000. Il a été révisé en 2009, mais voilà, il n'existe pas. Aujourd'hui, la seule chose qui est faite par le département, c'est de subventionner à hauteur de 30%. C'est vrai, mais n'empêche qu'il faudra absolument voir ça pour l'avenir. Je pense qu'on marche mieux en peloton groupé qu'en échappée solitaire, en fait. Voilà. Oui, mais écoutez, le vélo, je suis au contact dans la campagne avec beaucoup de vannetés qui me disent qu'ils ont envie de se déplacer dans d'autres communes du Morbihan, mais le font qu'avec difficulté. Ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les pistes cyclables sont d'abord orientées vers les touristes, et je pense qu'il faudrait peut-être changer de braquet pour le mettre pour les Morbihanais dans les déplacements du quotidien. Et ça, il faudrait peut-être prioriser d'abord les grands axes, parce que ça coûte cher, à essayer de rendre plus cyclables. Alors, je m'adresse à David Lapartien, qui est aussi le président de l'Union cycliste internationale, on va le rappeler. Est-ce que vous avez un peu délaissé les pistes cyclables dans le Morbihan? Pour les vélodromes. Alors, je pense qu'il y a 3 volets et on doit renforcer, à mon avis, la politique vélo. On peut mieux faire, pour être très clair. Premièrement, on a voté l'année dernière, et c'était dit, un dispositif d'aide financière qui est quand même assez élevé. 30% plafonné 750 000 euros par an pour les collectivités. C'est quelque chose qui vraiment aide les collectivités territoriales, communes et communautés. Parallèlement à ça, on pense qu'on doit effectivement avoir de la maîtrise d'ouvrage directe du département, soit en accompagnement de certaines départementales, soit parfois en site propre, sur des itinéraires qui ont été fléchés dans un schéma directeur départemental. Et troisième élément, c'est aussi d'aider de manière sans doute plus significative les maîtres d'ouvrage, donc communes ou communautés de communes ou d'agglomération, sur les ouvrages de franchissement. Parce qu'on sait bien que c'est souvent un point dur dans les développements des pistes cyclables. Damien Girard, un réseau express vélo en Morbihan, c'est possible ? Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est une ambition qu'on doit avoir. On se retrouve dans le Morbihan un peu comme partout en France, un peu sous-doté sous les aménagements cyclables. Donc, il faudra changer de braquet, c'est évident. Nous, on propose de prendre un tiers du budget investissement voirie dédié aux aménagements vélos, c'est-à-dire 11 millions d'euros chaque année, 66 millions d'euros sur l'ensemble du mandat. C'est extrêmement important pour rattraper le retard et vraiment se concentrer sur la mobilité du quotidien. Juste, je rebondis sur le fait que M. Lapartien est président de l'Union cycliste internationale. Vous indiquez que si vous êtes élu, et on verra ce que donneront les élections, vous souhaitez être président du conseil départemental. En termes de cumul, vous êtes maire de votre commune, vous êtes président du PNR. Je ne vois pas bien comment on peut mener de front tous ces mandats. Est-ce que vous allez renoncer, je ne sais pas, à la présidence de l'UCI, par exemple? Je crois que pour être au service des Morbihanais et Morbihanaises, il faut être tous les jours au contact, présent dans le Morbihan. Ça me paraît important. Alors la réponse tout de suite de David Lapartien, et après on d'abord, il ne vous aura pas échappé que si je devais être élu président du département, je ne serais plus maire, puisque les règles s'appliquent. Et si tel devait être le cas, je ne serais même pas adjoint au maire. Je souhaite, dans ces conditions-là, rester conseiller municipal de ma commune, parce que c'est un engagement. Et puis, je pense aussi que on a vu ces règles de dire plus de cumul au niveau national. On a des députés complètement hors sol qui n'y connaissent plus rien. Moi, je pense concrètement que parfois, être connecté au terrain, c'est quand même utile. Je rappelle juste que je suis président du parc naturel régional pour lequel j'avais œuvré. Vous aviez enlisé ce projet. Et je dois dire aussi que sur ce point-là... David Lapartien, vous serez un président à plein temps ? Vous serez un président à plein temps ? Oui, parce que je fais 85 heures par semaine. D'accord. Donc vous resterez président de l'Union cycliste internationale auprès des Morbihanais. Je n'ai pas encore annoncé ma décision quant à la présidence de l'Union cycliste internationale. Vous avez envie de rester président ? C'est une mission qui est passionnante. Aymeric Salmon, on va revenir sur le plan vélo. Oui, le plan vélo. On a eu la réponse de David Lapartien. Le plan vélo, des ambitions aussi. Vous le savez très bien, moi j'habitais encore Rennes, une ville très urbaine jusqu'à l'année dernière. Depuis l'année dernière, je suis revenu m'installer dans mon Morbihan natal et je me suis installé dans une commune de Centre-Bretagne, du Nord-Morbihan. Et là, je peux vous dire que le plan vélo, en fait, c'est une question d'urbain. Voilà, il faut le dire, il n'y a aucune condescendance ni aucun mépris envers les urbains, mais c'est vraiment une question d'urbain. À la campagne, du côté de Josselin où j'habite, on ne parle pas du plan vélo, parce qu'on a besoin de la voiture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un plan vélo se fasse au détriment de la voiture pour ceux pour qui la voiture est une obligation. Et c'est pour ça que nous, dans notre programme, on a mis qu'on voulait le rétablissement du 90 km/h pour les voitures, sur les routes, parce qu'on pense qu'effectivement, il y a probablement des choses à faire, des améliorations à faire sur le vélo dans les zones urbaines et dans les zones périurbaines. En zone rurale aussi. Oui, mais j'imagine que c'est... Vous n'habitez pas dans votre canton, alors ? Pardon ? Vous n'habitez pas dans votre canton, alors ?
ça pose un problème. Je crois que la loi autorise à être candidat dans n'importe quel canton. Oui, mais disons que c'est quand même mieux quand on habite dans son canton. J'habite à la frontière de mon canton. Oui, mais pas du bon côté, finalement. Oh, juste, il y a une route qui me sépare du canton où je suis candidat. Vous voyez, c'est pas une et grande vous pouvez y difficulté. accéder en vélo. Et puis, si vous vouliez qu'on habite dans son canton, il fallait que vos amis, quand ils ont fait la loi, imposent qu'on habite. Alors dans c'était son canton. M. Hollande quand il a fait les découpages. Oui, mais mes amis n'étaient pas au pouvoir à l'époque. Oui, mais vous avez toujours. Allez, le découpage du Parti socialiste a été fait de telle manière. Il son temps aussi dans son canton. Alors, on va aborder justement, la transition est toute trouvée pour aborder un des dossiers polémiques de ces derniers mois. C'est celui qui concerne l'île Berder, un polémique qui a inspiré notre dessinateur Loïc Schwartz. On va découvrir ensemble sa deuxième petite carte postale. On rappelle le contexte, Berder, charmante petite île du Morbihan, accessible à pied, mais propriété du groupe Giboire, racheté au groupe Rocher il y a 5 ans. Il y a un hic, le groupe immobilier veut y construire un hôtel de luxe. Le collectif Berder Ensemble s'oppose au projet. Une pétition a recueilli près de 15 000 signatures. Vous avez tous reçu, vous, en tant que candidat, un petit questionnaire. Le collectif qui nous demande notamment, est-ce qu'on doit transformer l'île Berder en parc départemental ? Qui est pour ? Plutôt favorable. Bon, aujourd'hui, il y a quand même une procédure, notamment sur le permis de construire, qui est en cours, puisqu'il a été dénoncé. Donc là-dessus, on ne se prononcera pas. Cependant, il faut estimer que c'est quand même un bien commun. Et c'est quelque chose qui présente en plus un intérêt général. Il a une histoire sociale, une histoire patrimoniale, et de sacrifier, d'artificialiser une grande partie de cet espace me semble un peu fort de café, je pense, pour les Morbihanais qui ont aussi besoin de pouvoir se ressourcer et grandir dans ce genre d'endroit. Guillaume Offret, pour ou contre ce parc départemental pour l'île Berder ? Moi, c'est 2 principes qui vont guider notre décision. Un, que l'île puisse, il y ait toujours l'accessibilité de l'île au public. Deuxième chose, la protection de la biodiversité. Ensuite, sur le principe de construire un hôtel, pourquoi pas, dans la mesure où ces 2 principes sont respectés. Un parc départemental, là aussi, l'idée, c'est que l'île, elle a déjà été vendue. Si on peut construire un hôtel, c'est-à-dire faire une activité économique dans une île qui reste accessible au public et qui protège la biodiversité, franchement, il n'y a pas de raison de s'y opposer. Sandrine Berthier, est-ce que ce projet-là vous choque ? L'hôtel de luxe sur l'île Berder, c'est une propriété privée pour l'instant. Mais voilà. Alors, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, parce qu'il y a la vie des habitants de l'Armor-Baden, il y a la vie du propriétaire de l'île, la vie du département, la vie de Berder Ensemble et de tous ceux qui sont amoureux de cette île. Je pense qu'il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table pour réfléchir au projet qui pourrait être le bénéfique au plus grand nombre, en fait. Damien Girard ? Ça aussi, ça fait partie de l'héritage de François Goulard, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il y avait la possibilité d'acheter cette île et de faire en sorte que... Il y a eu une étude de faisabilité, je crois, sur cette... Oui, en fait, visiblement, le renoncement s'est fait sur une question budgétaire, 4 millions d'euros. On regarde l'excédent budgétaire, on voit que le Morbihan en avait les moyens. Réellement, c'est un site exceptionnel, tout à fait exceptionnel, qu'on doit conserver dans le bien commun pour l'ensemble des Morbihanais, Morbihanaises, pour les personnes qui viennent dans le Morbihan pour du tourisme. Donc de fait, il faut garder ce principe-là. C'est un espace naturel tout à fait exceptionnel. Donc effectivement, mettons tout le monde autour de la table, mais il faut sortir par le haut. Alors, je m'adresse au président du Parc naturel du Golfe du Morbihan, David Lapartien. Oui ou non, ce parc départemental ? Pour la petite histoire, mais la commune de l'Armor-Baden ne fait pas partie du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, donc Berder n'est pas dans le PNR du Golfe du Morbihan. Non, mais vous êtes sensibilisé. Alors, bien évidemment, parce que c'est des sujets qui me... Moi, je vis au bord de ce Golfe du Morbihan depuis que je suis gamin. Je me suis engagé pour faire aboutir le Parc naturel régional. Je pense que déjà, un des premiers points, c'est garantir l'accès à Berder. Aujourd'hui, la servitude piétonne le long du littoral, elle n'existe juridiquement pas. L'arrêté préfectoral d'origine a été fait, mais le permis d'aménager n'a pas été fait. Que l'État aille jusqu'au bout et dépose le permis d'aménager pour garantir ça. Le département sera au rendez-vous pour cofinancer ce tour de Berder, parce que nous, on veut garantir l'accessibilité à Berder. Et se limiter à ça ? Non, je pense que derrière, avoir aussi un projet économique sur cette île n'est pas incompatible avec son accessibilité au public. Et on pense que cette dualité est tout à fait possible et elle permet aussi, finalement, de renforcer l'attrait et le fait que tout un chacun puisse venir sur Berder. Émeric Salmon, sur l'île Berder. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord un peu avec ce qu'a dit M. Offret. Moi, qu'il y ait une vie économique sur l'île et qu'on développe une capacité d'emploi local me convient tout à fait, tout en préservant bien évidemment l'écosystème et l'environnement, la biodiversité. Mais il faudrait aussi que dans ce genre d'opération, à chaque fois qu'on impose, je ne sais pas si on peut imposer à Giboire de faire des démarches, mais qu'on trouve une solution pour que tout dans l'économie du Morbihan... Et si le groupe Giboire, qui
pourrait être un peu lassé aussi des procédures qui sont en cours, met en vente cette île. Est-ce que vous êtes pour le rachat de cette île ? Monsieur Girard a dit tout à l'heure que ça avait été une possibilité il y a quelques années, pourquoi pas. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que toute l'économie du Morbihan ne doit pas être tournée autour du tourisme. C'est-à-dire que le conseil départemental, s'il engage des fonds, par exemple dans le rachat d'une île, dans la proposition que vous faisiez, monsieur Durand, si le conseil régional doit investir dans le rachat d'une île ou faire des aménagements, il doit aussi développer et investir l'équivalent dans d'autres zones pour développer d'autres types d'économies afin que le Morbihan ne soit pas juste un parc à touristes, en fait. 35 millions d'euros, quand même, la rénovation de l'ensemble des bâtiments, parce que 4 millions, effectivement, c'est le prix de l'achat de l'île, mais l'honnêteté oblige à dire quand même qu'il y a toute la rénovation des bâtiments, quel qu'en soit l'usage. Et c'est ce qui a été chiffré. C'est l'équivalent de 2 collèges. Allez, il nous reste une question à vous poser. Dans l'autre campagne électorale, celle des régionales, la question de l'Assemblée unique, née de la fusion entre le Conseil régional et les départements bretons, on revient régulièrement. Les listes engagées sont en majorité pour. Ça vous concerne aussi, vous, futurs conseillers départementaux. Voilà, une question toute simple. Est-ce que ces élections départementales 2021 doivent être la dernière ? Régis McInity. Écoutez, moi j'y suis personnellement pas très favorable. Je pense que l'échelon départemental a une véritable dimension et un rapport avec sa population. Maintenant, si demain il devait s'agir de vraiment faire ce choix, il faut absolument consulter la population par un référendum, par exemple. Sandrine Berthier. Alors, je rejoins totalement ce que vient de dire Régis. Effectivement, il y a pas mal de millefeuilles, mais ceci dit, la proximité, c'est comme ça qu'on travaille avec les concitoyens et surtout pour eux, enfin avec eux. Et donc, les premiers concernés, par contre, ce sont eux, donc il faut les concerter. Mais vous, personnellement ? Personnellement, je vous dis, la proximité, c'est aussi la façon dont je travaille. Je travaille avec les gens plus que pour les gens, donc j'y suis quand même un peu attachée. Guillaume Offret. Écoutez, une assemblée unique. Moi, je suis pas d'accord avec les deux. Un projet défendu notamment par la liste Thierry Burlot. Absolument. Et c'est vrai que je pense qu'on peut combiner proximité et région. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la simplicité. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui en faisant campagne, c'est que nos électeurs ne comprennent pas vraiment quelles sont les compétences du département, quelles sont les compétences de la région. Et le fait de fusionner les deux, tout en gardant la proximité, parce qu'on peut imaginer un conseiller territorial qui siège à la région à partir d'un canton, par exemple. Et donc ça, c'est possible. C'est la proposition de Nicolas Sarkozy. Par exemple. Et ça, c'est possible. Et j'aimerais bien qu'on travaille vers quelque chose comme ça. Et je pense que les Bretons y seraient favorables. Émeric Salmon. Alors, sur ce sujet... On sait que le Rassemblement national est très départementaliste. Oui, mais on a un peu évolué sur la question et je vais vous expliquer notre position. C'est-à-dire que l'entité administrative département est importante. C'est-à-dire que pour garder le lien avec le citoyen, qu'il y ait un préfet dans chaque département, c'est important. Par contre, qu'il y ait une collectivité qui gère le département, aujourd'hui, c'est peut-être effectivement un peu dépassé. Et c'est pour ça que nous sommes favorables à une assemblée unique, bien évidemment élue à la proportionnelle pour qu'il y ait une vraie représentativité de tous nos concitoyens, parce qu'il ne faudrait pas non plus éjecter toute tendance. Moi, je trouve normal qu'au sein d'une assemblée, l'ensemble des tendances soient portées. Donc vous êtes plutôt pour ? Voilà, plutôt pour. Damien Girard, est-ce que ces élections 2021 doivent être les dernières pour le conseiller ça doit être les départemental? dernières, mais effectivement, il faut qu'on simplifie, à mon sens, ce millefeuille administratif et de collectivité en France. On en a trop, et je trouve que c'est une bonne proposition que d'aller vers ça. Maintenant, il faut le temps du débat, le temps de définir effectivement ce que pourrait être le mode donc électoral. c'est un peu comme la réunification, on va attendre des années. Non. Donc d'ici 6 ans, ça peut être un... Exactement, moi d'ici 6 ans, je pense que ça doit être possible. Ça veut dire que c'est ce temps du débat, de définir effectivement un mode électoral qui permette aussi cet ancrage, mais je suis aussi attaché à la proportionnelle qui permet en fait à toutes les compositions et toutes les tendances d'être représentées au sein de ce Conseil. Donc oui, allons vers ça et... Dès à présent, lançons-nous dans les débats, les échanges pour que ce soit cette dernière élection départementale. Il nous reste 25 secondes sur ce chapitre. David Lapartien. Première priorité pour nous, c'est la Bretagne à 5. Avant même l'Assemblée unique, c'est important. On doit travailler sur cette Bretagne à 5, mais il faut faire attention de ne pas perdre cette proximité. Elle est essentielle. On voit dans ces fusions de communautés de communes XXL, 76% des maires en France estiment ne plus se reconnaître dans la communauté dans laquelle ils appartiennent. Et puis enfin, il y a 15 ans,
la dette du département et celle de la région Bretagne est à peu près identique. Aujourd'hui, nous, c'est 160 millions. La Bretagne, c'est 1,4 milliard. Récupérer toute la dette des collectivités qui ont été moyennement gérées, je ne suis pas spécialement favorable, en tout cas à court terme. Allez, on va se quitter avec une dernière petite séquence, histoire de rappeler le conseiller départemental est aussi un élu de proximité, un ambassadeur de son territoire. On l'a évoqué il y a quelques instants avec une passe d'armes entre David Lappartient et Émeric Salmon. On vous a demandé à chacun d'amener l'objet qui symbolise pour le mieux pour vous, le département. Régis Facchinetti. Oui, alors je suis venu avec cette manille. 30 secondes pour expliquer. Qui est déjà un objet de la mer, et c'est vrai que c'est un... Vous remettez un peu plus haut, voilà, qu'on le voit bien, voilà. Donc une manille qui est un objet de la mer, en fait, un objet de la marine. Il symbolise pour moi la diversité, tant dans son usage que... voilà. Et c'est un objet qui fait lien. Et voilà, je pense que, et sur les territoires, de terre comme de mer, et sur intergénérationnel, il faut savoir faire le lien, et c'est un symbole de solidarité qu'il faut absolument préserver. David Lappartient. J'ai pas pu l'amener parce qu'ils sont restés à Carnac. Ce sont les menhirs du Morbihan. Nous sommes le paysage des mégalithes et puis ça symbolise le roc. Le département doit être un roc, le département doit aider et finalement je trouve que c'est ce qui symbolise le mieux notre engagement au service du Morbihan. Sandrine Berthier, votre objet. Alors moi je suis admirative, c'est un micro. Alors voilà, mettez-le devant vous comme ça, voilà, très bien. Alors moi je suis admirative en fait du courage, de la résilience et de la prise de parole que peuvent prendre certains Morbihanaises et certaines Morbihanaises et certains Morbihanais. Et là, je pense symboliquement à Pauline, qui est une jeune femme en situation de handicap, qui a été exclue en fait du monde du travail classique à cause de son handicap et qui vient de monter sa web radio pour parler de nos différences. Et je salue son courage et le courage des Morbihanais. Guillaume Offret, vous êtes venu avec un livre. Je suis venu avec un livre sur le street art. Vous montrez, donc avec un exemple de street art à Vannes en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un mode d'expression de notre jeunesse et moi je ne me résigne pas à ce que notre département devienne bientôt plus de 50% de personnes de plus de 65 ans. Ça c'est quelque chose contre lequel je pense qu'il faut qu'on travaille à la fois pour favoriser l'installation, l'insertion de nos jeunes et je crois qu'il faut le faire avec détermination et donc c'est pour ça que je suis venu avec ce mode d'expression artistique. Alors c'est un boîtier de différentiel de vitesse. On le voit pas. Mais voilà, il est lourd. Il est assez lourd. Ouais, c'est pour ça que je vais le tenir un peu. Voilà. Il est en fonte et il est fabriqué à la fonderie de Bretagne et c'était une façon de rendre hommage aux salariés. Ils sont 350 qui se mobilisent pour préserver leur emploi. Ce boîtier de vitesse, il équipe toutes les voitures, qu'elles soient motorisées, électriques, hydrogène, essence, donc diesel, il y a un avenir pour la fonderie de Condom. Et donc la droite, à un moment, et monsieur le maire a dit que en fait, c'était la transition écologique qui condamnait la fonderie de Bretagne. Non, c'est l'optimisation économique court terme que Renault veut il nous opérer. Reste 20 secondes, Émeric Salmon. C'est une photo, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Elle a été prise à Locminé il y a quelques jours. C'est à la sortie d'une salle de prière. Et donc c'est pour souligner que la défense de l'identité de la Bretagne, elle ne passera que par le Rassemblement national, parce qu'aujourd'hui, l'identité de la Bretagne est attaquée par la submersion migratoire qui arrive même en Centre-Bretagne. Cette photo a été prise il y a quelques jours à Locminé. Merci à tous, c'est fini. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Il est l'heure de nous quitter. Bonne fin de campagne. Lundi prochain, on parlera encore des élections départementales. Coup de projecteur cette fois-ci sur les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine. D'ici là, rendez-vous mercredi prochain à 21h en direct du FRAC à Rennes pour parler de l'autre élection, les élections régionales. Nathalie Rossignol et moi-même, on vous attend pour le premier grand débat des élections régionales. Et ne l'oublions pas non plus, nous votons les 20 et 27 juin prochains. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à vous. Merci.